Et quel meilleur plateau pour commenter ce 1er mai que vous, Ruth Elkrief, éditorialiste bien sûr, présentatrice à LCI, à vos côtés Marie-Pierre Delagontrie, sénatrice PS de Paris, Sophie Coignard, éditorialiste au Point, Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP, et vous êtes auteur entre autres de La France sous nos yeux et de l'Archipel français bien sûr en 2019, et Reda Bellage, porte-parole Île-de-France de SGP Police. Merci infiniment à tous les 5 d'être avec nous. S'est-il passé quelque chose de significatif aujourd'hui? C'est peut-être la question que vous vous posez derrière votre poste. Vous le voyez, beaucoup d'interpellations, des policiers blessés, des chiffres records annoncés en tout cas par la CGT qui ne sont pas recoupés à l'échelle de la préfecture. Est-ce que c'est le grand soir ou le chant du cygne? C'est une des questions, vous verrez qu'on est sans doute entre les deux. D'abord, les faits, rien que les faits, les indispensables de Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel. Avec un léger décalage de notre générique. C'était pas le raz-de-marée attendu par les syndicats, on s'en est rendu compte. Non, et premier chiffre à vous communiquer, donc le chiffre officiel du nombre de manifestants en France, 782 000 selon le ministère de l'Intérieur. C'était la 13e journée de mobilisation, la première depuis la promulgation de la loi à une date symbolique, le 1er mai. Partout, les chiffres sont plus importants que lors de la dernière journée, le 13 avril. On a compté 11 000 personnes sur le Vieux-Port à Marseille, 3 fois moins que lors donc, du 7 mars. Beaucoup moins de monde également à Brest, 15 000 personnes. 15 000 personnes également à Toulouse. On a compté 7 850 personnes à Rennes, 7 000 personnes à Lille. À chaque fois, donc, une influence 2 à 3 fois moins forte que lors des grandes journées. Avec dans les cortèges une population différente, plus familiale que lors des journées précédentes. Et pour certains, c'était leur toute première manifestation. Écoutez. C'est la première fois qu'on vient, oui. C'était l'occasion de venir montrer à nos enfants ce que c'était qu'une manifestation pacifiste et pourquoi on avait fait grève jusqu'ici. Les autres jours, quasiment, je travaille tout le temps. Donc, ouais, là, c'est symbolique. Mon papa m'a dit, je vais manifester aujourd'hui. Je me suis dit, j'en ai jamais fait, j'ai envie de venir avec toi pour une fois de montrer que je suis pas d'accord. Pour montrer notre mécontentement, étant donné que le gouvernement n'écoute pas le peuple. La tendance est la même dans les villes moyennes où on s'est beaucoup mobilisé depuis le début du mouvement. Ils étaient par exemple 5 600 à Besançon aujourd'hui, 3 200 au Puy-en-Velay, 1 700 à Tulle, 1 000 à Bar-le-Duc notamment, ou encore 1 400 à Arles. Alors même si l'affluence était moindre, pas question pour les manifestants de parler de baroud d'honneur. Écoutez certains d'entre eux à Rennes ou encore à Lille. On ne tournera pas la page et on va continuer inlassablement. Il ne faut pas tourner la page. On continuera jusqu'au retrait, on ne lâchera pas parce qu'on écoute ce que la population veut. C'est ça, en fait. La population, elle n'en veut pas. On est toujours là, on est toujours dans la rue. Il faut pas... Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. On ne va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. À Paris, 112 000 personnes ont manifesté aujourd'hui. Là encore, on était bien loin du cortège bien fourni le 7 avril. Et donc, je vous redis ce chiffre officiel communiqué par le ministère de l'Intérieur. 782 000 personnes qui ont manifesté aujourd'hui. Alors, à plusieurs endroits, les manifestations, tristes coutumes, ont été émaillées d'incidents. Oui, et cela a commencé dans la capitale, à Paris. À peine le cortège lancé, un Black Bloc se forme à l'avant. À l'intérieur, des personnes habillées en noir pour ne pas être reconnues et qui n'ont qu'un seul objectif, casser et s'en prendre aux forces de l'ordre. En tête de cortège, les casseurs ont attaqué des vitrines, des banques et très vite, les forces de l'ordre, vous le voyez, sont intervenues pour les arrêter. Et regardez notamment cet extrait, il y a quelques secondes après. On voit ce qui semble être un cocktail Molotov exploser sur les forces de l'ordre. L'un d'eux, visiblement, est enflammé. Il court, il s'effondre au sol. Se précipitent alors ses collègues pour éteindre le feu. Quelques secondes plus tard, vous le voyez, il est relevé à l'aide de ses collègues. Et selon nos informations, il est grièvement blessé. Les incidents se sont produits également ailleurs qu'à Paris, à Nantes par exemple. Vous le voyez notamment ces images, à Lyon, plutôt. Vous allez le voir avec 1000 supposés Black Blocs qui s'en sont pris notamment à une agence d'assurance complètement détruite. Un peu plus loin, un magasin bio a été pillé. Vous voyez ces images à Lyon aujourd'hui. Même scène à Nantes également, où cette fois-ci,
C'est le conseil départemental qui, regardez, a été pris pour cible. Un incendie qui s'est déclaré bien à l'entrée du parking du bâtiment. Tension également à Rennes, regardez, où les policiers ont utilisé des canons à eau pour disperser un groupe de Black Bloc qui s'était formé. Merci beaucoup, Quentin. 782 000 manifestants, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Il y a une poignée de secondes. Avant de parler de cette mobilisation au Reda Bellage, un mot peut-être de vos collègues, puisqu'on vient de le voir à l'instant. Il y a au moins un policier qui a été grièvement blessé à Paris par un cocktail Molotov. Est-ce que vous avez d'autres précisions ? Alors, on sait qu'il a été transporté à l'hôpital. On a aussi sur Lyon 15 collègues qui ont été blessés, gendarmes ou policiers, et un collègue qui a été blessé, un CRS, assez grièvement également. Alors, d'une façon générale, on a vu que le pré-cortège a été coupé du cortège des syndicats pour isoler le Black Bloc, comme on l'appelle. Est-ce que, de votre point de vue, ça a plutôt fonctionné, à la fois à Paris et dans les 300 points de rassemblement? Alors, pour tout vous dire, moi j'étais sur la manifestation. Et oui, en effet, on avait les collègues CRS qui nous ont arrêtés afin qu'on n'arrive pas sur la place de la Nation rapidement, parce qu'il y a un cortège qui a pris une rue, puis un autre cortège qui a pris une autre rue. Et c'était une fois que, nous, avec un collègue à moi, on a été sur place. Et en effet, c'est là qu'on a constaté, 300 mètres plus loin, qu'il y a vraiment une réelle violence au niveau de la place de la Nation. On en reparlera un peu plus tard, mais les drones ont été utilisés pour la première fois. Écoutez, est-ce que ça a aidé? À Paris, ils n'ont pas été interdits, en tout cas par le tribunal. Il y avait un recours de dernière minute. Est-ce que ça a fonctionné? Écoutez, on va le savoir, on le saura ce soir par rapport au nombre d'interpellations, et surtout, on va le savoir s'il y a des poursuites, cette fois-ci, non pas judiciaires, mais au niveau pénal, parce qu'on l'a constaté malheureusement, même les journées qui ont été les plus violentes, il y a eu beaucoup d'interpellations et très très peu de poursuites. Et c'est là que ça va être un outil important par rapport à ça. Merci beaucoup. Mesdames, le sens politique de cette journée, Routel Krief, 782 000 manifestants, c'est un chiffre bien sûr qui est important, qui est loin du raz-de-marée annoncé par la CGT, en tout cas 2 300 000 manifestants. Est-ce qu'on peut parler de journée historique, puisque c'est l'adjectif qu'on entendait ces derniers jours? Non, alors on peut parler d'un 1er mai plus réussi que les précédents. Le dernier 1er mai où il y a eu une intersyndicale et où il y a eu un peu plus d'1 million de personnes, c'était en 2009. Donc on voit que par rapport à d'autres 1er mai, c'est effectivement un 1er mai réussi pour les syndicats. En revanche, par rapport à l'ensemble de la mobilisation, c'est une journée qui est dans la moyenne haute, mais qui n'atteint pas du tout les sommets qui ont été atteints le 23 mars ou le 7 mars ou même la deuxième semaine après le 19 janvier. Donc voilà, donc on est dans une forte mobilisation, mais qui n'atteint pas les sommets espérés par les syndicats eux-mêmes. Ce qui montre quand même qu'en réalité, le mécontentement est là, et on entend d'ailleurs dans ce qu'on a entendu dans les primo-manifestants qui se sont exprimés, ou en province souvent, cette désapprobation profonde de ce projet de loi, et en même temps, il y a certainement une forme de fatigue, une forme de lassitude, et puis il y a les vacances scolaires, les contraintes familiales. Mais il serait faux de considérer que l'histoire est complètement terminée, mais ce qui est intéressant, on en reparlera. Il y a quand même des évolutions sur le plan des syndicats et dans les discours qui sont aussi assez notables aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose dans ce domaine-là aussi. Alors, Marie-Pierre de la Gontrie, tout dépend effectivement des lunettes que l'on chausse. À l'échelle des 1er mai, c'est très important. À l'échelle de la mobilisation des retraites, notamment au mois de mars, c'est beaucoup plus faible. Moi, ce qui me frappe, c'est que ça fait maintenant 13 fois qu'il y a des mobilisations de ce type. Et il y a, indépendamment des comparaisons, il y a énormément de monde, et il y a énormément de monde, y compris dans des petites villes. Et ça, on l'avait noté dès le début du mouvement. On voit que ceux qui manifestent toujours aujourd'hui sont très déterminés. Je mets de côté évidemment les éléments perturbateurs, les black blocs, etc. C'est un autre sujet. Oui, et donc, rappelons que d'une façon générale, l'atmosphère partout en France a été bon enfant. Il ne faut pas qu'il y ait un effet de loupe qui soit créé par oui, tout à fait. Non, ce qui est absolument désastreux, c'est qu'il y a toujours, quels que soient les contrôles, il y a toujours cette portion un peu irréductible des black blocs qui d'ailleurs désormais défilent en début de manifestation, encadrés par des CRS, etc. Non, le problème qui se pose aujourd'hui, quand on voit tout de même une mobilisation importante, c'est la suite.
C'est-à-dire que, mais je ne veux pas anticiper. On en reparlera, bien entendu. C'est-à-dire que le sujet, c'est qu'on voit bien qu'il y a quand même une portion considérable de la population française qui est extrêmement remontée contre le pouvoir. Et comment est-ce qu'on sort de ça dans des conditions correctes et démocratiques, c'est toute la difficulté. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui explique les deux lignes, c'est diffus pour l'instant, des syndicats et des prises de parole d'un côté par Sophie Binet pour la CGT et pour la CFDT. Sophie Coignard, votre point de vue sur cette journée, c'est ni Waterloo ni Arcole. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, vous savez, ce danger qu'il y a pour les patrons de centrales syndicales que d'annoncer des objectifs, parce qu'effectivement, c'est pas la première fois dans cette série de manifestations, quand ils sont pas remplis, ça ressemble à un échec. Moi, je trouve que quand même, l'autre point, et aussi bien Ruth Elkrief que Marie-Pierre de la Gontrie l'ont esquissé, c'est quand même, et c'est apparu à partir d'hier, je dirais, ou d'avant-hier, pas plus que ça, c'est quand même effectivement, comment dirais-je, la stéréo syndicale. Sur quand même tous les points un peu urticants. Tourner la page, pas tourner la page. Laurent Berger dit on ira, la CGT dit non. Le terme employé quand même par la patronne de la CGT de provocation policière, je ne sais pas si on va en reparler. On en reparlera, mais, bien sûr. C'est quand même, c'est tout à fait étonnant. Sur les drones, on en a parlé. Sur les drones, la CFDT et la CGT ont des points de vue diamétralement opposés. Ça ne veut pas dire que l'intersyndicale va casser, mais ça veut dire qu'il y a quand même une reprise de liberté de parole de la part de la CFDT. Donc. Alors, restons sur la mobilisation elle-même. Jérôme Fourquet, vous avez fait partie de ceux qui ont sans doute le mieux analysé ce qui s'est passé en région. Et effectivement, comme le disait Marie-Pierre de la Gontrie, c'est un mouvement très important en région. On revoit la courbe de la mobilisation au fil des mois. On se rend compte qu'il y a un regain de mobilisation qui est évident, mais qu'on est assez loin du 7 mars. Sur ce qui s'est passé en province aujourd'hui, avec des cortèges importants, un peu moins fournis qu'au mois d'avril. Comment vous l'analysez? Et puis ensuite, on reviendra sur les sondages, parce qu'ils sont intéressants. Alors, il y a le nombre de personnes qui défilent, et puis également le nombre de manifestations qui étaient organisées. 300 points de rassemblement, ce qui permet quand même de mailler la totalité du territoire, avec des manifestations dans toutes les préfectures, mais aussi souvent dans des plus petites villes. Alors ça dit plusieurs choses. Ça veut dire d'abord l'ampleur de la contestation et du mécontentement face à cette réforme qui se matérialise d'un point à un autre du territoire. Ça nous dit également pourquoi ces petites villes, parce que ce sont dans beaucoup d'endroits les lieux où il reste encore de l'industrie. Donc il y a une présence syndicale qui est plus forte, mais c'est aussi des endroits où dans des secteurs où la pénibilité est plus importante. On a des chiffres de mobilisation très significatifs dans toute une série de villes bretonnes où il y a une industrie agroalimentaire qui est très présente. Et donc rajouter 2 années de travail à ces catégories de salariés, ça suscite énormément de ressentiment. Ces villes moyennes sont aussi des villes où la proportion de diplômés de l'enseignement supérieur est moindre que dans les grandes métropoles, puisque beaucoup n'ont pas forcément fait d'études longues, ils sont restés travailler au pays, comme on dit, ils ne sont pas forcément partis à la capitale ou dans la capitale régionale. Et donc ces publics-là sont aussi ceux qui sont les premiers concernés par cette réforme des retraites, alors que dans les grandes métropoles, la population de CSP+, ça fait longtemps qu'elle sait qu'elle ne partira pas à la retraite avant 64 ans, vu qu'elle a commencé à travailler se mobilise moins à 23 ou 24 ans. Donc il y a à la fois le signe d'un mécontentement qui est très profond, qui est très ancré, et puis des particularités sociologiques et culturelles qui expliquent que ces cortèges dans les petites villes de province soient aussi fournis. C'est aussi sans doute un élément à prendre en compte, le fait que le caractère très bon enfant soit encore plus net dans ces villes moyennes ou petites où il n'y a pas de risque d'être pris à partie entre des éléments radicaux et les charges de CRS. Et donc on peut aller en famille, entre amis, avec des enfants, ce qui permet de grossir les rangs. Et les violences ont eu lieu effectivement à Paris, à Lyon, à Rennes également. Trois chiffres que vous allez nous commenter sur l'opinion publique, parce que c'est évidemment le filigrane indispensable pour comprendre. Dernier chiffre de l'IFOP sur le pourcentage de Français contre la réforme, il est, vous allez le découvrir, de 60%. C'était le 28 avril, donc il y a 3 jours. Contre
la réforme des retraites, 60%, chiffre en légère baisse. L'IFOP également, 24 avril, sur le mécontentement vis-à-vis d'Emmanuel Macron. On a beaucoup entendu aujourd'hui de slogans anti-Emmanuel Macron. Il est très important, bien entendu, 47%, c'est 7 points de plus en un mois. C'est ceux qui sont très mécontents, ceux-là. Très mécontents, effectivement. L'ensemble des mécontents est à 75%. Est autour de 75%. Quand même. Et puis le soutien aux casserolades, puisque c'est ce qui s'est substitué un peu aux mobilisations ces derniers temps, il est fort lui aussi, vous le voyez, 46%, c'est un sondage Odoxa. Dans l'opinion publique, on reste à un étiage très élevé. 60% alors que la loi a été promulguée. C'est quand même énorme. On rappelle que pendant toute la durée du mouvement, on était autour des 2/3 des Français qui étaient opposés à cette réforme. Donc il n'y a pas un effet, on tourne la page, on ouvre un autre dossier et puis on a perdu cette bataille. Il y a cette opposition qui est très forte. Des chiffres qui étaient très frappants également, ce qui n'étaient pas forcément des chiffres de l'IFOP qui avaient été réalisés après l'avis du Conseil constitutionnel, montrait qu'une majorité absolue, plus de 53% des Français de mémoire, souhaitaient que le mouvement continue. Donc les braises sont encore là. Et pour ce qui est de la popularité d'Emmanuel Macron, c'est pour ça que je me suis permis de vous corriger. Vous avez bien fait, bien sûr. C'est 47%. Les très mécontents, ouais. De très mécontents. Donc un Français sur deux, aujourd'hui, est au plus haut dans l'échelle de mécontentement. Donc ça s'est rarement vu depuis l'histoire de ce baromètre. On a eu des présidents qui ont été plus impopulaires qu'Emmanuel Macron, François Hollande, qui donne souvent des leçons de communication politique, mais lui, dans nos baromètres, il était tombé jusqu'à 13%, donc il était seuil 2 fois plus faible que celui d'Emmanuel Macron, mais l'intensité du rejet de la personne d'Emmanuel Macron est quand même quelque chose d'assez préoccupant. On retrouve le concernant ce qu'on avait observé en décembre 2018, janvier 2019, au pic de la crise des Gilets jaunes. Il lui avait fallu un semestre, jusqu'au mois d'août 2019, pour retrouver un niveau de popularité aux alentours de 35%. On peut douter de sa capacité à rebondir dans les mêmes termes que ce qu'il avait fait à l'époque, pour toute une série de raisons. Il n'a plus la main à l'Assemblée, il est en deuxième partie de mandat. Toute une série des recettes qui avaient été utilisées à l'époque, le grand débat, etc., aujourd'hui semblent ne plus fonctionner. Donc, à côté de cette crise sociale, dont on voit qu'elle est profonde et qu'elle tarde à s'éteindre, il y a là encore sur la suite, mais aussi la suite du côté des organisations syndicales, mais aussi du pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de reprendre la main et de renouer en partie le contact avec, encore une fois, toute une partie de la population qui a rompu le fil, en fait. On parle des organisations syndicales dans un instant, mais les politiques, l'opposition s'est invitée, Sophie Coignard en parle dans son éditorial du jour, se sont invités, bien entendu, pour surfer sans doute sur le phénomène que vous nous expliquez très bien, Jérôme Fourquet. On a vu Jean-Luc Mélenchon, place de la République. On a vu Marine Le Pen qui s'était délocalisée au Havre. Et regardez, c'est une main tendue au peuple travailleur. Alors on verra ce que ça veut dire derrière. Qu'il me soit permis, en ce jour de la fête du travail et de la patrie, d'adresser mon salut affectueux et déférent à la France laborieuse et studieuse. Le 1er mai n'est pas la fête du travail. Le 1er mai est la fête de ceux qui travaillent. Voilà, Sophie Coignard, vous parlez de chasse aux travailleurs dans votre éditorial du jour pour Le Point. C'est ça ? Ah oui, ça faisait. Enfin, depuis Arlette Laguillet, vous vous souvenez, travailleuses, travailleurs, il n'y avait pas eu ce genre de harangue dans mon souvenir aussi fort. Et surtout, c'était voilà, soit un petit peu folklorique quand c'était Arlette Laguillet, soit il y avait effectivement dans les partis de gauche une tradition bien établie. Qui a, je raconte dans mon papier, qui a commencé à s'étioler assez sérieusement il y a déjà plus de 20 ans. Et donc aujourd'hui, effectivement, ça fait quand même... Alors là, on a eu la version, si j'ose dire, en direct, mais ça fait plusieurs jours que tant le Front National que LFI fourbissent leurs armes verbales et sémantiques pour être dans cette, comment dirais-je, dans cette communication... que je qualifierais d'ouvriériste. Alors on comprend pourquoi Marine Le Pen le fait. Elle est arrivée
Jérôme Fourquet, je crois, je me trompe pas, très en tête parmi l'électorat ouvrier et également parmi l'électorat des employés. Donc effectivement, elle a récupéré, elle surfe sur ce, comment dirais-je, sur ce succès qu'elle remporte dans les classes populaires. Et puis, on voit que derrière... Comment vous dire? Je trouve que les deux discours qu'on vient d'entendre sont d'une terrible démagogie derrière cette... C'est le 1er mai aussi. Oui. Alors... Bien sûr, et alors? On n'est pas obligé d'être complètement démago et populiste. Parce que le 1er mai n'est pas la fête du populisme. Enfin, je ne crois pas. Il y a aussi un effet de réponse, excusez-moi. Bien sûr. C'est-à-dire que Marine Le Pen utilise le terme de fête du travail, qui est un terme... C'est attaqué... Jean-Luc Mélenchon, pardon, Marie-Pierre de la Gontrie, s'est attaqué à Elisabeth Borne au début. Je parle juste du montage du sujet. Il y avait un effet d'écho, puisque ce n'est pas la fête du travail, contrairement à ce que certains disent. Voilà. Donc, il y a plein de gens qui non pétainistes emploient avec innocence, me semble. Tout ça pour dire que parler des travailleurs le 1er mai me paraît pas totalement... L'enjeu, en fait, c'est... Il y a un enjeu syndical dont on va parler, et puis un enjeu politique. Qui est-ce qui va récupérer cette insatisfaction, cette frustration, cette opposition, et que Jérôme Fourquet a très bien décrite, profonde, et qui vient un peu de la base. Et donc là, c'est la course, pas seulement aux travailleurs, c'est à l'électeur, tout simplement. Et à celui, et comment transformer cette insatisfaction, et l'insatisfaction sur la réforme, et sur le style Macron. Voilà, donc il y a là deux choses qui sont assez fortes, qui dominent le paysage et l'opinion, alors on va en parler, étonnamment du côté syndical, Laurent Berger et les deux autres syndicats réformistes ont commencé à tourner la page. Alors est-ce qu'ils sont allés trop vite? Est-ce qu'ils ont raison? Parce qu'en réalité, il y a aussi des petits signaux faibles qu'on n'a pas distingués, mais sur le match de football de samedi soir, il y avait un sondage qui disait que 57% des Français étaient hostiles à la perturbation du match. Donc c'est un tout petit signal, mais ça veut dire aussi que oui, ils sont hostiles à la réforme, mais ils en ont parfois peut-être assez des blocages ou du harcèlement, etc. Donc certains syndicats l'ont entendu peut-être, ont commencé à tourner la page, et les politiques jouent leur rôle. Ils vont à la chasse et à cette insatisfaction pour proposer leur solution qui, effectivement, est plutôt populiste. Je vous donne la parole dans un instant, Marie-Pierre de la Gontrie. Reda Bellage, simplement un commentaire des images que l'on voit en direct avec cette dispersion qui se passe peu ou prou dans le calme. On a vu quelques lacrymogènes. On est en direct de la place de la Nation, qui était le terminus de cette manifestation. On voit d'ailleurs qu'il y a quelques milliers de personnes qui sont encore là. Un commentaire, 68 interpellations, 10 policiers blessés. C'est les derniers chiffres dont on dispose. Oui, c'est quand même, on ne voit pas tout sur les images, mais on a eu quand même quelques charges assez impressionnantes des policiers et gendarmes. On a eu beaucoup de charges très très impressionnantes des groupes de Black Bloc, des pavés lancés à vraiment hauteur importante. Je suis surpris qu'il n'y ait pas beaucoup plus de blessés. C'était vraiment impressionnant. Et surtout, pour l'instant, on arrive à préserver, comme on le voit sur les images, les gens qui viennent manifester pacifiquement. Oui, on voit qu'il n'y a pas pour l'instant ces grands mouvements que, hélas, on a pu voir par le passé. Dans le cas du maintien de l'ordre, on ne voit pas trop, parce que c'était assez impressionnant. Vous avez eu les forces mobiles qui sont les braves, qui évitaient au Black Bloc de venir à un certain endroit. Vous aviez les CRS qui arrivaient par d'autres rues pour repousser. À un moment, ils viennent sur la place de la Nation pour évacuer. Après la place de la Nation, ils se retrouvent un peu entre les Black Blocs. Et en fait, c'est un peu le jeu, le chat de la souris, et pour évacuer au plus rapidement les manifestants. Et là, que cette image ne vous étonne pas, il s'agit des pompiers manifestants qui traditionnellement ferment la marche du 1er mai. Ça n'est pas qu'ils soient en train d'intervenir pour un blessé, où ils ferment la marche, et notamment des pompiers affiliés, comme vous le voyez, à la CGT, notamment du Val d'Oise et d'autres départements d'Île-de-France. On revient à l'aspect politique, Marie-Pierre de la Gontrie. On a vu Jean-Luc Mélenchon, on a vu Marine Le Pen. Est-ce qu'il n'y a que les radicaux qui sont audibles aujourd'hui chez les politiques, en tout cas? Moi, ce que je voudrais pas, et c'est le propos de Ruth Elkrieff qui me fait un peu réagir, je ne voudrais pas qu'on bascule dans un regard un peu péjoratif à l'égard des politiques qui ne seraient préoccupés que de, guillemets, c'est le mot qui m'a fait réagir, récupérer des électeurs. On est dans une situation qui est assez grave, puisque, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure,
aujourd'hui, je mets de côté le fait que le texte ait été promulgué, le fait que des personnes manifestent, le fait que, etc., etc. Mais que va-t-il se passer ? Quels sont les moyens pour le gouvernement d'agir ? Emmanuel Macron n'a toujours pas de majorité. Il ne peut pas présenter texte un petit peu lourd et s'assurer de le faire voter. Et donc, à partir de là, quelle est la réponse politique qui peut être donnée ? Je ne suis ni mélenchoniste ni le péniste. Donc, je ne qualifie pas les interventions. Moi, je parlais plutôt pour ces forces politiques, oui. mais le travail des autres, je dirais, c'est de transformer cette insatisfaction, d'avoir un débouché, effectivement. Le sujet, et peut-être que ça explique pourquoi je ne suis pas mélenchoniste, c'est que pour le coup, lui considère, et ça fait maintenant plusieurs années qu'il théorise ça, il considère qu'effectivement, il faut être totalement en phase avec ce mouvement, qu'il faut renverser la table, etc. etc. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est que le sujet doit tous nous préoccuper. Et je pense que nous devrions tous espérer qu'une offre politique se construise, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas comment on résout la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Moi, je suis parlementaire, j'ai cette chance, mais je vais être au chômage technique. C'est-à-dire qu'effectivement, enfin si, on va nous amuser avec trois propositions. Non, mais si vous saviez ce qu'on fait la semaine prochaine, vous me demanderiez de rembourser mes indemnités. J'ai une proposition de loi pour faciliter le permis de conduire. Non, mais tout ça est très absolument important pour les gens. Alors, c'est un autre travail parlementaire. Numérique. Ce que je veux dire, c'est que concrètement, c'est le sujet des mois qui viennent, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que je ne voudrais pas trop de sévérité à l'égard des politiques qui essayent de bâtir une réponse. Avant de parler des organisations syndicales, juste un mot, Jérôme Fourquet, de cette agrégation des colères, parce qu'on a vu aujourd'hui des mouvements comme Extinction Rebellion qui allaient jeter de la peinture sur la fondation Vuitton, dernière rénovation, des gilets jaunes, etc. On a l'impression que, au-delà de l'aspect syndical, toutes les colères se représentaient, y compris d'ailleurs dans la jeunesse. Oui et non. C'est une grande journée revendicative, le 1er mai. Donc chacun, vous savez, c'est François Ruffin qui parlait de la manif pot-au-feu. Chacun vient avec ses propres revendications. Ce qui peut permettre de faire le lien entre les Gilets jaunes, Extinction Rebellion et le mouvement syndical, c'est l'opposition à Emmanuel Macron. Et c'est l'idée que les efforts seraient demandés toujours aux mêmes, que les profits du CAC 40 explosant, ce serait d'abord à ces grands groupes de faire des efforts et de contribuer. Et puis quand vous avez 60 à 65% des Français qui étaient opposés à cette réforme, vous voyez bien que ça touchait des catégories et des groupes sociaux très divers qui ont pu s'exprimer sur leur champ de protestation spécifique. Alors, parlons des organisations syndicales, de leur évolution. C'est un des plus grands 1er mai d'après-guerre, déclaration il y a quelques minutes de Sophie Binet. Y a-t-il une résurrection des syndicats? En tout cas, la CGT et la CFDT ont connu un regain d'adhésion, plusieurs dizaines de milliers de nouveaux adhérents ces derniers temps. Un moment qui est d'ailleurs peut-être paradoxal, puisque l'histoire récente montre que la mobilisation est sans influence réelle sur l'exécutif. D'abord, les faits, rien que les faits, les indispensables de Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, premier constat, les syndicats n'avaient pas eu autant de poids et de force depuis longtemps. Est-ce qu'on peut parler de renaissance ? Une image pour commencer, Emmanuel. Ce front, tout à l'heure, en tête de manifestation. Les syndicats unis, côte à côte, derrière cette banderole. C'est une première depuis 14 ans. Première qui fait dire au secrétaire général de Force ouvrière, Frédéric Souillot, ce 1er mai se déroule dans l'unité syndicale. Et rien que ça, c'est historique. La dernière fois qu'un tel front uni avait été constitué pour un 1er mai, c'était en 2009, sur fond de crise financière. 456 000 personnes avaient alors manifesté, selon la police. Aujourd'hui, ils étaient donc beaucoup plus nombreux. Toujours selon la police, 782 000. C'est beaucoup plus, vous le voyez, que ces dernières années. Pour l'année dernière et celle d'avant, on était autour de 116 000 manifestants. Et pour 2019, c'était autour de 165 000. On est donc bien au-dessus aujourd'hui. Donc on voit que les syndicats ont fait du chemin depuis 2009. Et oui, d'autant plus que les adhésions à ces syndicats sont en forte hausse. 30 000 adhésions depuis le 1er janvier pour la CFDT, le premier syndicat du pays. C'est 40% de plus par rapport à la normale. 30 000 adhésions aussi depuis janvier pour la CGT.
autant que sur une année entière. Et du côté de Force ouvrière, les adhésions ont progressé de 30% depuis cette fois le mois de décembre. Le paradoxe, c'est que malgré le bond de ces adhésions, malgré les importantes manifestations de ces dernières semaines, les syndicats ne sont pas parvenus à faire plier le gouvernement. La loi retraite a été adoptée, validée pour l'essentiel par le Conseil constitutionnel, et promulguée. Plus inquiétant pour les syndicats, ils n'ont pas vraiment eu non plus d'influence sur le contenu de ce texte de loi. Leur rencontre avec Elisabeth Borne début avril n'a abouti à rien. D'ailleurs, ils avaient estimé, ces syndicats, que Matignon ne les avait pas écoutés, pas entendus. Désormais, nouvelle impasse. Elisabeth Borne doit envoyer une nouvelle invitation à ces syndicats. Matignon disait même que ce n'était qu'une question de jour. Et puis ce matin, ralentissement. Écoutez Olivier Dussopt. Il dit dans le Figaro qu'un certain nombre de sujets devaient être examinés rapidement. Mais entre dire rapidement et un jour près, ce n'est pas moi qui fais l'agenda de la Première ministre. Et je serais très heureux surtout que ces réunions puissent se tenir et que nous puissions avancer. Et ça pourrait être dès cette semaine ? Ça pourrait être dès cette semaine, début de semaine prochaine. Ça dépendra des disponibilités de chacun et de la volonté des uns et des autres de participer à ces entretiens. Une future réunion sur laquelle les syndicats eux-mêmes, d'ailleurs, ne sont pas tout à fait d'accord. Écoutez Laurent Berger et Sophie Binet. C'est clair, la CFDT, je vous le redis, on ira avec une exigence de méthode et avec une exigence de fond. Donc même s'il y a une divergence avec la CGT de Sophie Binet, vous irez. Mais il y a toujours une diversité syndicale, on n'est pas une seule et unique organisation syndicale. Nous avons une intersyndicale demain lors de laquelle nous déciderons ensemble ce que nous ferons. Laurent Berger a déjà décidé. Oui, nous on va décider en intersyndicale et on va dire à ce moment-là comment est-ce qu'on réagira à cette invitation. Dans les mots, on sent donc une distance entre ces deux syndicats. La CFDT souhaite maintenant appuyer sur les sujets à venir, par exemple la question des salaires ou la loi sur le partage de la valeur, alors que la CGT, elle reste concentrée, mobilisée spécialement sur cette réforme des retraites. Merci beaucoup Fanny Weil, Routel Krief. Première petite lézarde. Plus que ça, c'est pas agressif entre eux, c'est plutôt bon enfant, mais en revanche, la divergence, c'est une divergence de fond. Laurent Berger a une phrase intéressante, il a dit « Je ne veux pas mentir aux Français qui vont défiler aujourd'hui. Je ne vais pas leur dire que par leur manifestation, la loi sera retirée. En revanche, il y a un rapport de force. Plus on sera nombreux, plus on sera fort pour obtenir des choses et ça va coûter cher. Donc c'est la stratégie de la CFDT qui revient en force et même qui veut reprendre le leadership dans le domaine du dialogue et des résultats. Il est suivi aujourd'hui par la CFE-CGC et la CFTC. Le bloc réformiste est en train de se reformer. En face, Sophie Binet vient d'arriver. Elle a fait une entrée en fanfare et plutôt réussie comme patronne de la CGT. Elle cherche ses marques et en même temps, elle ne veut pas être celle qui dit le contraire ou qui romprait l'unité intersyndicale. Donc, elle sera notre invitée tout à l'heure à 20h40. On lui posera la question. Mais on voit bien que là, maintenant, il y a deux intérêts divergents. Pour la CGT, c'est, je dirais, remplir le nombre d'adhérents. C'est très bien, ça fait un syndicat fort d'opposition. Pour la CFDT, c'est avoir des résultats. Et ça, c'est la logique et l'ADN de la CFDT. Donc peut-être que les logiques internes et naturelles reviendront sans pour autant qu'elles soient aussi agressives ou complexes que dans le passé. C'est ça le changement. On retrouve la ligne de démarcation assez classique entre syndicats réformateurs et la CGT ou FO, c'est ça ? Oui, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de superposition. C'est-à-dire que Laurent Berger a encore répété ce matin qu'il fallait surtout pas imaginer que l'intersyndicale allait se dissoudre. Donc en gros, l'architecture décrite par Laurent Berger, c'est d'un côté sur les retraites, c'est-à-dire sur un problème précis, enfin une question précise, l'intersyndicale, et sur tout le reste, eh bien chaque centrale syndicale conserve sa liberté. Par conséquent, on est là sur effectivement un schéma assez classique, mais avec quand même, j'allais dire, un nombre de points de divergence assez important. On a parlé des drones, on a parlé par exemple sur ce qui concerne le maintien de l'ordre. Laurent Berger dit, vous allez peut-être en parler plus tard. Oui. Dingue. Dit, il y a des dingues, des black blocs, etc. Il les traite de dingues. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, de Sophie Binet. Il a dit ce matin qu'il condamnait, qu'il était absolument pas favorable, je ne sais pas si le mot condamnation a été employé, aux coupures sauvages
et qui considérait que les matchs, les événements culturels et sportifs devaient se dérouler sans qu'il y ait de perturbations. Or, je veux dire, tout le monde sait que les coupures d'électricité sont faites par la CGT. Donc voilà, il y a quand même des signaux. Enfin, moi je suis d'accord avec Hôtel Krief pour dire que tout ça se passe sur un ton extrêmement courtois, mais qu'il y a quand même un empilement, une sorte de lasagne de divergences. Alors, demandons, je reviens vers vous dans un instant, Marie-Pierre de la Gontrie, mais on a le président de la CFTC, Cyril Chabagnier, qui est en direct avec nous. Vous avez dit, comme la CFDT, que vous iriez à Matignon. On sait que Sophie Binet réserve sa réponse. Est-ce qu'il y a des divergences qui reviennent, pour poser la question très simplement ? Je ne crois pas que ce soit des divergences qui reviennent. Depuis le départ, nous avons une intersyndicale extrêmement claire. C'est sur le sujet des retraites et sur le fait qu'on dit non aux 64 ans et non à l'allongement de la durée de cotisation. Sur les autres sujets, nous savons que nous sommes différents, que nous avons des divergences, que nous avons d'ailleurs toujours respectées. Et on voit aujourd'hui que lorsqu'on parle d'autres sujets que la retraite, nous avons des positions qui sont différentes, mais qui sont, je dirais, historiquement différentes, et chacun respecte les positions des uns des autres. Vous allez à Matignon, disons en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. De quoi parlerez-vous ? Est-ce que vous parlerez de la réforme des retraites ou est-ce que vous vous projetterez sur les textes suivants, peut-être sur le travail par exemple ? Je dirais les deux. Forcément, on dira quelques mots sur les retraites. C'est un sujet phare aujourd'hui et c'est impossible d'aller à Matignon sans en reparler. Mais nous nous projetterons aussi sur d'autres sujets, puisqu'aujourd'hui, parler de l'inflation et donc des problématiques de pouvoir d'achat, parler de l'organisation du travail, parler des sujets liés à la retraite qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel, c'est quand même très important. Je vous rappelle que suite au verdict du Conseil constitutionnel, il n'y a plus un seul mot sur les reconversions, sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, qui sont des sujets essentiels à la fois pour la réforme des retraites, mais aussi pour l'emploi. Nous avons signé également avec les organisations patronales un texte important, assez historique, parce que c'est la première fois qu'on se mettait d'accord pour signer un texte sur le partage de la valeur, le partage des richesses, et on veut voir ce texte retranscrit dans la loi maintenant. Donc tous ces sujets qui sont des sujets essentiels, on les abordera. Et puis il y a aussi d'autres sujets qui ne sont pas liés à l'emploi, mais qui sont aussi très importants aujourd'hui, comme la question sur la santé, sur le logement, sur l'éducation, qui sont aussi des sujets qui sont cruciaux et des priorités pour nos concitoyens. Vous dites qu'il faut tenir jusqu'au 8 juin, puisqu'au 8 juin à l'Assemblée nationale, le groupe Lyotte va présenter sa proposition de loi qui vise à faire repasser l'âge légal à 62 ans. Comment vous voyez la mobilisation jusqu'au 8 juin ? Est-ce que si la CGT dit on refait plusieurs journées de manifestations, vous serez avec eux ? Écoutez, on va en discuter demain en intersyndical. On est plutôt sur des mouvements localisés ou peut-être certains secteurs d'activité qui vont continuer des mouvements de mobilisation ou de grève et qu'on a toujours soutenu en intersyndical. Pour la CFTC, en tout cas, je ne pense pas que des grandes mobilisations comme on a vu aujourd'hui soient encore efficaces pour le mois de mai, à l'exception, et là je pense que c'est important, peut-être d'une grande mobilisation aux alentours du 8 juin, peut-être le 8, peut-être la veille, pour mettre la pression sur le Parlement, comme on a pu le faire d'ailleurs lorsqu'il devait y avoir le vote à l'Assemblée nationale sur cette réforme des retraites et qui a malheureusement fini en 49.3. Donc refaire une grande mobilisation le 8 ou le 7 juin pour mettre la pression sur les parlementaires et pour que ce texte déposé par le groupe Lyotte soit adopté par l'Assemblée nationale, ça pourrait être un mouvement fort, ça pourrait être un coup de tonnerre pour le gouvernement, parce que même si on sait derrière qu'au Sénat, évidemment, ce texte a peu de chances d'être voté, le fait que l'Assemblée nationale le vote, ça sera forcément un coup de tonnerre et nous mettra en position de force pour continuer à contester cette loi et négocier sur les autres sujets. Un dernier mot on en parlait sur ce plateau, sur les actions un petit peu plus radicales, du type coupure d'électricité dans des stades, par exemple, voire certaines actions plus violentes quand on s'en prend à des bâtiments ou même à des gens. Quelle est votre position là-dessus ?
On a toujours été extrêmement clair et je crois que c'est dans l'ADN de la CFTC où on a ces valeurs de respect à la fois humaines et à la fois de matériel qui sont évidemment très importants. Donc on condamne évidemment tout acte de violence envers les personnes, envers des biens ou même des violences symboliques. Lorsqu'on a par exemple brûlé le mannequin à l'effigie du président, c'est inacceptable de faire ce genre d'acte aujourd'hui. Donc on a été toujours extrêmement clair. Et quant aux coupures d'électricité dans les stades, on trouve que c'est pas non plus une solution et que ça va plutôt à l'encontre du combat que l'on mène. Donc tout ce type d'actions, nous les avons jamais soutenues et beaucoup d'entre elles, on les a même condamnées. Merci beaucoup Cyril Chabagnier. Vous condamnez donc des images que vous ne voyez pas en ce moment, qui sont celles de ces derniers manifestants qui sont dispersés. Vous le voyez, on est dans un coin de cette place de la Nation avec quelques interventions Reda Bellage que vous allez nous commenter d'ailleurs de certains de vos collègues qui sont d'ailleurs bombardés par des pavés. On voit qu'il s'agit de projectiles qui peuvent être très dangereux. On a d'ailleurs le sentiment sur ces images que l'un des policiers est au sol. C'est pas un sentiment, effectivement. Il est au sol, il est pris en charge par certains de ses collègues. On le sait, c'est toujours vers la fin que, hélas, les violences les plus importantes éclatent. Cette fois-ci, ne fera pas exception. Oui, cette fois-ci, il ne fera pas exception. On voit que il y a vraiment beaucoup de violence. On voit encore les pavés qui jonchent le sol. Et surtout, on a une crainte, on va dire, c'est qu'il y a eu des appels au niveau des réseaux sociaux pour des rassemblements en soirée. Donc aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, si on n'arrive pas à disperser l'ensemble je parle bien des gens qui sont hostiles aux forces de l'ordre ou qui commettent des dégradations, on peut avoir des nouveaux rassemblements, on va dire sauvages, dans les rues de Paris. On a vu le résultat que ça a donné, sachant qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup plus de monde. Il y avait plus de monde et effectivement, vous craignez quoi? Que certains des plus radicaux sautent dans un métro, là, aillent dans certains endroits. On se souvient qu'aux abords de l'Opéra, pendant très longtemps, de la rue de Rivoli, beaucoup de casseurs se donnaient rendez-vous, effectivement, en fin de journée, parfois à la tombée de la nuit. Il y a eu certains appels vers 20h via les réseaux sociaux. Après, malheureusement, c'est des choses que nous, policiers ou gendarmes, on maîtrise pas du tout. On n'a pas les outils, en tout cas, pour les maîtriser. Et du coup, on basculerait, actuellement, on est sur du maintien de l'ordre et on basculerait à ce moment-là sur des violences urbaines.